Bienvenue dans French Baratin avec Sybille, Raphaël et Cécile. Je fais partie des gens qui adorent la rentrée. Nouveau cartable, nouveau projet, nouvelle énergie. Pourtant, il y a un an, pour la première fois, j'ai été prise de panique. Alors que je rentrais de vacances, j'étais épuisée, physiquement et psychologiquement. J'ai toujours été de nature un peu stressée, mais là, c'était différent. Comme si j'étais submergée, comme si je coulais. Une amie m'a alors encouragée à écouter un podcast sur l'épuisement professionnel, ou burn-out en anglais. En me reconnaissant dans les symptômes précurseurs, j'ai ressenti un mélange de peur, bien sûr, mais surtout de honte. Pourquoi est-ce que je n'y arrivais plus ? Est-ce que c'était de ma faute ? Est-ce que j'étais une petite nature, trop fragile et non adaptée au monde d'aujourd'hui ? Ou était-ce un problème de société plus profond ? C'est la question du jour dans French Baratin. Alors, pour ce premier épisode de rentrée, j'espère que vous êtes prêts pour le quiz, pour vérifier que vous avez quelques connaissances sur ce qu'on appelle l'épuisement professionnel. Alors, la première question, c'est est-ce que vous pourriez me citer quelques causes du burn-out ? Alors d'abord, je pense qu'il y a parfois trop d'heures de travail, tout simplement. Je dirais une pression hiérarchique qui est trop forte. Tout à fait. Le fait de ne pas aimer son travail. Peut-être, si tu as l'impression de faire quelque chose qui te dégoûte complètement, enfin, même sans aller jusque-là, qui t'ennuie profondément et que tu dois faire ça toute la journée, ça peut épuiser moralement, j'imagine. Pour le coup, quand on ressent de l'ennui, on parle plutôt de burn-out. Ok. Normalement, les personnes qui souffrent de burn-out sont plutôt des personnes qui aiment beaucoup leur travail. D'accord. Donc, c'est pas forcément lié à la tâche, sauf peut-être effectivement des métiers où il va y avoir un manque de sens. Ça peut peut-être effectivement jouer. D'autres idées encore de causes ? Des deadlines trop justes ou une pression par rapport à ça en tout cas. Oui, tout à fait. Et ce qu'on peut appeler du coup des demandes contradictoires avec des objectifs inatteignables. C'est ça. Ouais. D'autres idées ? Alors, peut-être un écart entre la perception de la part de l'employé de ce que devrait être son travail et de l'autre côté, ce que son employeur pense qu'il devrait faire. Oui, souvent c'est lié à des objectifs inatteignables et qui créent effectivement ce fossé entre les deux. Mais effectivement. Oui, je pensais par exemple le fait de vouloir faire son travail bien jusque dans les détails versus le fait de le faire vite. Ouais, tout à fait, effectivement. Et une mauvaise ambiance dans l'entreprise avec des relations potentiellement toxiques, soit entre les employés eux-mêmes, soit du management avec les employés, bien entendu. C'est limite encore pire parce qu'il y a une dévalorisation du salarié potentiel, des choses comme ça. Ouais, exactement. Bon, vous en avez cité beaucoup. Je rajouterais peut-être juste, même si effectivement, d'une certaine manière, vous l'avez quand même dit, c'est du coup la charge de travail, certes qui est importante, mais qui du coup déséquilibre la vie pro et la vie perso, enfin l'équilibre entre les deux. Et le manque d'autonomie, avoir potentiellement vraiment du micromanagement ou de pas être partie prenante dans la prise de décision et d'être un petit peu toujours court-circuité par sa hiérarchie, ça peut entraîner un burn-out à terme. Ok, très bien. Deuxième question, donc il y en a une finalement que Raph t'a déjà un petit peu dite, mais quels sont les 3 symptômes auxquels il faut faire très attention et qui peuvent être justement un signal d'alarme que le burn-out peut arriver à moyen terme ? J'en ai dit une ? Oui, tu as dit la perte de plaisir à faire son travail. Effectivement. Ouais, voilà. Mais pour moi, oui, c'est quelque chose qui vient du coup en conséquence de cette, d'une pression, d'une ambiance mauvaise, etc., qui va gâcher le plaisir qu'on peut trouver dans le travail. Et c'est d'autant plus le cas chez des personnes qui effectivement aiment le travail en tant que tel et ont envie de le bien faire. Tout à fait. Est-ce que vous avez une autre idée de symptômes ? Il y en a encore 2. Être très très fatigué. Oui, tout à fait. Et le fait que le sommeil n'arrive plus
à réparer cette fatigue. Et c'est ça qui est particulièrement marquant. Et c'est pour ça d'ailleurs que, comme je disais en introduction, le fait d'être fatigué alors qu'on rentre de vacances, c'est potentiellement qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et le troisième symptôme, est-ce que vous avez une idée? Je le trouve particulièrement intéressant, celui-ci. Est-ce que vous donnez votre langue au chat? Ah, on devient moins efficace au travail? Oui, certes, c'est effectivement un symptôme, mais potentiellement, c'est pas toujours certain que la personne concernée s'en rende compte. C'est en fait la prise de substances. Ah. Que ça soit des substances légales, comme des anxiolytiques, des antidépresseurs, comme boire de l'alcool, que ça soit le soir, une petite bière en rentrant tous les soirs ou une grosse cuite à la fin de la semaine, ce genre de choses, des événements qui sont récurrents, mais aussi du coup des choses qui sont moins légales comme la prise de drogue. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est en fait moi ce qui m'a mis la puce à l'oreille, sacrément. Parce que j'ai commencé à prendre des anxiolytiques pour tenir le coup. Parce que je savais que ça me calmait et que ça allait empêcher mon angoisse de me submerger. Et c'est là où je me suis dit, OK, il y a un truc qui n'est pas normal. Et notamment, pour rebondir sur ce que tu disais, Sybille, pour être toujours aussi efficace. Justement. Oui. Donc en fait, ça peut être aussi une façon de cacher le symptôme de l'inefficacité. Voilà. Troisième question, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui ont déjà été touchées par un burn-out sévère en France? Non. J'ai pas d'idée, mais je vais essayer quand même. 50 000? Eh bien, tu es très très loin du compte, Sybille, puisqu'apparemment 10% des actifs ont déjà été touchés par un burn-out sévère, ce qui représente 2,5 millions de Français. D'accord. Donc ça fait beaucoup de monde. Est-ce que vous avez une idée du profil des personnes qui sont touchées par le burn-out pour cette quatrième question? D'après mes renseignements, ce sont surtout les personnes qui ont envie de s'investir vraiment dans leur travail, qui ont envie de faire un bon travail et qui refusent finalement de céder peut-être face à des pressions de temps ou de quantité. Mais ils veulent continuer à faire un bon travail, quoi. Tout à fait. On les caractérise souvent de motivés, consciencieux, enthousiastes, créatifs et ambitieux. Oui, j'ai regardé un documentaire d'Arte qui était un petit peu vieux, qui datait de 2013, mais dans lequel était interviewée notamment une psychologue et experte judiciaire qui s'appelle Marie Peset, et qui a participé à la fondation du premier service d'urgence pour les victimes de burn-out en 97. Et elle appelait ça les salariés sentinelles. Donc, ceux qui ont le rapport le plus authentique au travail, qui veulent bien faire leur travail. Tout à fait. Comme quoi, je trouve ça un petit peu triste quand on y pense. Ouais, j'aimais bien ce mot de salarié sentinelle, le côté... Oui, clairement. Je monte la garde pour faire du bon travail. Tout à fait, Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, les femmes sont plus touchées que les hommes, ce qui peut potentiellement être relié au fait que, encore aujourd'hui, elles ont souvent une double journée quand il y a notamment les tâches domestiques à faire quand elles reviennent du travail, pardon. Et aussi parce qu'elles ont davantage ce syndrome de l'imposteur et ce syndrome aussi du sauveur, de vouloir toujours... un peu comme tu parlais de sentinelle, finalement, aussi, on peut compter sur elles, parce que finalement, il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes qui sont touchés par le burn-out. Par contre, une autre donnée qui était intéressante, c'était qu'à la fois les cadres et les non-cadres pouvaient être touchés. Et ça, c'est assez intéressant. Finalement, il y a des profils plus à risque que d'autres. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. Et enfin, dernière question. Est-ce que vous avez une idée du coût annuel du mal-être au travail par collaborateur? Alors, je ne sais pas par collaborateur, mais moi, j'ai vu que le coût de la dépression, donc c'est peut-être un petit peu plus large, coûtait 100 milliards par an dans les pays de l'Union européenne. D'accord. Je ne suis pas très bonne en maths, mais du coup, moi, j'ai trouvé comme chiffre le coût de 12 600 € par collaborateur, le coût du mal-être au travail. Et j'ai trouvé ça assez important comme chiffre.
Et du coup, c'est notamment lié au fait que quand on ressent du mal-être, on va être moins engagé, on va avoir une baisse de productivité, on va avoir de l'absentéisme, des accidents du travail, un turnover plus important, donc le fait de changer d'entreprise fréquemment, et également un climat tendu qui va générer une baisse de rentabilité pour l'entreprise. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein, vous étiez bien renseigné. Ça dépend parce que moi, tu m'as vraiment appris quelque chose. J'aurais pas pensé qu'il y ait tant que ça des profils propres à avoir un burn-out. Tu pensais que tout le monde était à risque? Ouais. Oui, plus ou moins, et que c'était plus une question d'environnement de travail, mais on aura sûrement l'occasion d'en parler. Je pense, effectivement. Donc maintenant, on va parler de votre expérience. Je vais vous demander, on va commencer par Sybille, quel est ton rapport au travail ? Est-ce que tu te considères comme un profil à risque vis-à-vis de l'épuisement professionnel ? Est-ce que tu as déjà ressenti ce sentiment d'épuisement professionnel ? Et enfin, en tant qu'indépendante, mais tu as déjà été aussi salariée quand tu étais enseignante, est-ce que tu penses que c'est plus facile de se prémunir de l'épuisement professionnel quand on est salarié ou quand on est indépendant ? Alors d'abord, mon rapport au travail, actuellement j'aime beaucoup travailler et je suis capable de travailler beaucoup, surtout si ça me plaît et ce que je fais aujourd'hui me plaît, donc c'est pour ça que je peux surtout faire de la recherche pendant des heures et des heures. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un rapport au travail qui a beaucoup évolué par rapport à quand j'étais écolière et puis étudiante, parce qu'à l'époque je travaillais pas du tout plus que la moyenne. Et j'en faisais pas forcément beaucoup plus que ce qui était nécessaire. Alors qu'aujourd'hui, j'aime tellement mon travail que je peux travailler vraiment beaucoup et j'ai pas l'impression que ça me fatigue. Mais c'est aussi parce que, comme tu le disais, je suis indépendante, donc je vais faire le lien avec cette sous-question tout de suite. En fait, pour moi, dans mon expérience, effectivement, le fait d'avoir choisi d'être indépendante est quelque chose qui me protège de pouvoir être épuisée par mon travail parce que je gère bien mon temps, ou pas forcément bien, mais en tout cas, c'est moi qui suis maîtresse de mon temps. Donc, je ne peux pas ressentir une pression extérieure pour finir quelque chose dans un temps dans lequel ce ne serait pas possible. Normalement, j'anticipe suffisamment pour que ce ne soit pas le cas. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'être indépendante d'ailleurs, parce que tu me demandais si j'étais un profil à risque. Je pense pas être un profil à risque dans le sens où je peux poser des limites et pour moi, l'équilibre travail-vie personnelle est assez important et donc j'ai pas l'impression que je pourrais vraiment subir un burn-out, mais en même temps, j'ai besoin de beaucoup de sommeil et c'est aussi peut-être pas la raison la plus importante, mais une des raisons pour lesquelles ça me convient vraiment très bien d'être indépendante, parce que moi, je peux pas me lever tous les jours à 7h du matin pour aller travailler, c'est pas possible. Je peux travailler plus tard, jusqu'à 23h, minuit s'il faut, mais je vais pas me lever le matin à 7h tous les jours de la semaine, voire plus tôt. Et donc, j'admire les gens qui le font, et ça m'épuiserait, mais du coup, je choisirais pas un travail comme ça. Voilà, donc je ne pense pas être un profil à risque parce que je suis bien consciente de mes limites physiques. Et puis, est-ce que donc j'ai déjà ressenti ce sentiment d'épuisement professionnel ? Non. Mais comme tu dis, j'ai été dans une position plus de salarié peut-être quand j'ai enseigné au lycée pendant 1 an. Et là, j'étais très fatiguée. Après, je ne suis pas allée du tout jusqu'à un burn-out parce que je n'avais pas d'autres critères qui pourraient être, comme on commençait déjà à l'évoquer, le fait d'être dégoûtée par mon travail ou de perdre en efficacité, je pense pas. Voilà, mais donc je comprends comment ça peut arriver, mais je pense pas que ça pourrait m'arriver à moi, en tout cas dans les conditions actuelles de mon travail. Super, c'est une très bonne nouvelle. Ouais, c'est pas pour dire je suis la meilleure anti-burnout. Pas du tout, mais justement, mais c'est une force de pouvoir se prémunir justement de cette maladie qui n'est pas encore reconnue comme une maladie professionnelle, mais même si on y tend petit à petit. Mm-hmm. Et toi, Raphaël, je vais te poser les mêmes questions forcément, et en plus, comme si je ne me trompe pas, tu as toujours été indépendant. Donc... Non. Ah mince, non. Ah, je me suis trompée. J'ai été salarié aussi. Ah, bah là, du coup, ouais, je t'écoute. Pendant 2 ans. Je t'écoute. D'accord, très bien. Non, bah pour moi, le rapport au travail, le travail, c'est pas forcément
quelque chose de nécessairement positif. En fait, j'y vois pas forcément la seule source d'épanouissement. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut faire. Alors, on peut en tirer un plaisir quand c'est une activité qu'on aime faire, mais je vais du coup mettre l'accent justement sur ce plaisir. S'il y a un truc que j'aime pas faire dans le travail, je vais avoir tendance à tout de suite le rejeter et à dire ah non, j'ai pas envie de le faire. Et du coup, déjà il y a ça qui d'une certaine façon peut faire que je serais peut-être moins à risque de faire un burn-out, quoi, du moins en tant qu'indépendant, puisque j'ai une liberté là de faire un peu ce que je veux comme je veux. En tant que salarié, c'est encore autre chose, hein, mais voilà. À côté de ça aussi, j'ai jamais été carriériste, donc j'ai pas cherché à faire des sacrifices pour avancer dans une carrière, voilà. Et puis après, j'ai aussi peut-être été influencé dans mon rapport au travail par deux choses. La première, c'était ma maîtresse en CM2 qui parlait toujours un peu du concept de paresseux intelligent. Et donc, elle faisait les louanges des paresseux intelligents, donc, qui faisaient leur travail intelligemment, mais en faisant moins, quoi. Et, le problème, évidemment, est qu'il y a un petit risque d'être plus paresseux que actif, mais bon. C'est un peu un autre sujet. Et l'autre chose qui a un peu influencé, je pense, mon rapport au travail, c'est ma mère qui a un rapport très intense au travail, quand j'étais plus jeune, a énormément travaillé. Comme moi, pendant un certain temps, elle était traductrice. Il y a vraiment eu une période où elle passait ses journées enfermée dans son bureau de 8h du matin à 8h du soir à faire de la traduction. Et j'ai vu ça et j'ai vu que d'une certaine façon, ça l'épuisait, ça la fatiguait, mais en même temps, elle continuait à le faire. Et je pense que ça forgeait un petit peu mon rapport au travail comme ça aussi. C'est intéressant. Alors, est-ce que du coup, je me considère comme un profil à risque ? Justement, comme je disais, pas trop, parce que j'ai ce côté de peur et de vouloir éviter les aspects négatifs. Donc là, notamment dans le cadre de ma réorientation vers la musique, la composition, où j'ai pensé à un moment donné vouloir travailler dans le monde du jeu vidéo, en me renseignant, en m'approchant un petit peu de ce milieu-là, en parlant avec des gens qui y travaillent. J'ai vu quand même que c'est un milieu dans lequel il y a très souvent des rushs et parfois dans certaines entreprises des ambiances assez toxiques. Et ça m'a enlevé en fait l'envie d'y travailler, ce qui fait que j'ai même pas vraiment essayé en fait, parce que justement cette peur fait que j'ai pas vraiment envie d'aller dans cette direction-là, quoi. Du coup, j'ai jamais ressenti ce sentiment d'épuisement professionnel, mais je dirais que c'est quand même plus facile de s'en prémunir en tant qu'indépendant, justement pour les mêmes raisons qu'évoquait Sybille, hein. On peut s'organiser comme on veut. Surtout, on peut anticiper, en fait. Moi, quand j'étais traducteur, je pouvais moduler la quantité de travail que je prenais en fonction de ce que j'avais envie de faire et des disponibilités que j'avais, de la quantité d'énergie que j'avais envie d'y consacrer. Et aussi, je pouvais anticiper et toujours ajouter un petit peu plus de temps que nécessaire à la réalisation de mes commandes. Ce qui faisait que si je recevais une commande qui, en fait, me mettrait 3 jours à faire, je disais que ça me mettrait 5 jours. Et en faisant comme ça permettait à chaque fois d'avoir une zone tampon. Je fixais moi-même mes deadlines, quoi. Donc, je n'avais pas de pression d'un manager qui viendrait dire non, c'est à cette date-là et à cette heure-là qu'il faut le rendre et pas quand toi tu veux, quoi. Donc, évidemment, ça donne une certaine liberté et un luxe que n'ont sûrement pas la majorité des salariés. Et toi, Cécile, alors qu'il y a, au contraire de nous, une expérience de salarié un petit peu plus développée, raconte-nous ton expérience. On te pose les mêmes questions que tu nous as posées. Moi, j'ai toujours aimé travailler. Ça fait vraiment partie de moi. Je crois que c'est ma façon, du coup, de contribuer à la société, de me sentir utile. C'est une source d'épanouissement qui est très importante. J'adore avoir des projets. J'ai toujours plein d'idées de projets. Je suis ambitieuse, pas dans le sens de carriérisme, mais je suis ambitieuse dans le sens où j'ai envie de tester plein de choses. Et en plus, cerise sur le gâteau, je suis perfectionniste. Je suis hypersensible. Et du coup, j'ai un syndrome de l'imposteur qui est très fort. Et donc, clairement, je pense être une personne à risque. Et en fait, ce qui est intéressant quand j'ai préparé cet épisode, c'est que je me suis posé la question en fonction des entreprises dans lesquelles j'ai évolué. Justement, comment en fait ça s'est confirmé, ce profil à risque, ou au contraire, comment ça a été plutôt bien évité. Et en fait, je me suis rendu compte du coup que j'ai souvent eu des grosses charges de travail.
mais c'était pas suffisant pour m'emmener vers le burn-out, puisque en fait, quand il y avait une vraie valorisation de mon travail et une vraie reconnaissance, en fait, je n'allais pas dans cette spirale infernale du burn-out. En revanche, ce qui, du coup, me fait plonger, en tout cas, j'ai jamais vécu de burn-out au point de ne pas me lever le matin. Mais par contre, j'ai senti vraiment, il y a un an, c'est pour ça que ça m'avait marqué, c'est que je sentais que je glissais. Et d'ailleurs, on parle d'ailleurs de glissade vers le burn-out. C'est du coup le manque de reconnaissance, le manque de valorisation et le fait de mettre des objectifs inatteignables. Et ça, dans ma tête, je n'arrive pas à le concevoir. Je l'ai beaucoup vécu dans l'enseignement, mais je l'ai aussi vécu récemment. On te met des objectifs et en tant que bon élève, tu veux atteindre ces objectifs parce que tu penses que si on te met ces objectifs, c'est qu'ils sont atteignables et qu'en fait, ils ne le sont pas. Donc, tu n'y arrives pas, donc tu travailles plus, sauf que ça ne suffit jamais. Et donc, en fait, c'est un cercle vicieux qui n'en finit pas. Et je rentre dedans, je n'arrive pas encore aujourd'hui à enrayer ce phénomène. Par contre, j'ai quand même vécu une fois une entreprise dans laquelle mes patrons mettaient un point d'honneur à ce que la charge de travail soit réaliste. Et en fait, dès lors qu'une charge de travail est réaliste, la relation de travail devient saine. C'est fou parce que du coup, j'ai réagi complètement différemment en fonction des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Et voilà, parce que du coup, j'ai été salariée depuis le début de ma vie professionnelle. Depuis 2 ans et demi, je suis freelance, mais du coup à temps partiel. Et en fait, je me rends compte que je ne me lance pas encore dans le freelancing à temps complet parce que, étant un profil à risque, je me connais et je sais que la sécurité financière est quelque chose de très important. Et du coup, si je devenais freelance, en fait, j'aurais toujours peur de manquer et je pense que j'aurais du mal à être une patronne bienveillante avec moi-même qui me ferait arrêter au moment où il faut et pas à toujours donner plus. Et il y a aussi le perfectionnisme dont j'ai peur puisque toujours... vouloir proposer des choses qui soient encore mieux ferait que j'aurais certainement beaucoup de mal à m'arrêter. Donc c'est vraiment des choses qui me font peur et qui pour le moment me font pas sauter le pas. Bah, en fait, au moins quand tu es indépendant, tu retires un peu la question du management. Enfin, tu te manages toi-même, donc tu peux être sympa avec toi-même et se dire « Oh, bah, je te comprends, t'as pas fini, mais c'est normal. » Et ce que tu dis par rapport au perfectionnisme, je veux dire, moi aussi, je suis perfectionniste, et là, c'est une question de dosage, quoi, et de trouver un moyen d'équilibrer justement ce perfectionnisme avec le fait de garder de l'énergie et de l'envie, quoi. Ouais. De toute façon, la perfection n'existe pas. Donc, une fois qu'on l'a compris, en général, ça va beaucoup mieux. Ouais. Mais si je peux rebondir sur le perfectionnisme, ce que j'ai entendu dans un podcast sur le burn-out sur France Culture, c'était l'idée qu'aujourd'hui, on vit de plus en plus dans des sociétés perfectionnistes parce qu'on est dans une société technoscientifique. Et donc, sur le plan de la technique, c'est possible de faire quelque chose de parfait. Par exemple, un ingénieur, il livre un pont, ça doit être parfait. Par contre, pour les métiers du soin, par exemple, ou de l'éducation, c'est impossible. On ne peut pas rendre un patient parfaitement soigné ou un enfant parfaitement éduqué. Et donc, ça crée de la frustration parce qu'il y a cette attente de perfection qui est généralisée à la société tout entière, alors que tous les métiers un peu plus humains que techniques ne peuvent pas se plier à cette exigence. Et ça, ce serait une des clés du burn-out. Mais c'est marrant parce que ce que tu viens de dire, Sybille, ça exprime exactement ce que je ressens en termes de frustration de ne jamais réussir à atteindre ce que je veux atteindre. Par exemple, quand j'enseigne, enfin, il y a tellement de choses où on pourrait s'améliorer. Enfin, il y a tellement de facteurs et tellement de... Et il y a un humain en plus en face de soi. Mais dans tous ces métiers, effectivement, qui sont un petit peu moins quantifiables. Moi, sur le perfectionnisme, un truc qui me fait beaucoup rire, c'est quand j'ai commencé l'université en 2009, on avait un cours sur la préparation des entretiens d'embauche. Et on disait que, parce que souvent la question des recruteurs, c'est « citez-moi 3 défauts ». Et on disait qu'il fallait dire qu'on était perfectionniste, puisque c'était un faux défaut, puisque ça voulait dire qu'on faisait bien notre travail. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, on ne dit plus ça, puisque aujourd'hui, c'est devenu un vrai défaut. Et en fait, c'est marrant parce qu'il s'est passé 15 ans, ça me paraît pas si loin que ça, et en fait...
Aujourd'hui, je n'ose plus dire. Donc, avant, je disais que j'étais perfectionniste. Et en plus, c'était vrai. Aujourd'hui, je n'ose plus le dire parce que je sais que c'est vraiment vu comme un défaut et que je vais pas être suffisamment productive. Et comme si le fait de vouloir en tout cas, et de faire, j'espère, bien son travail, n'était plus une compétence qu'on recherchait. Enfin, il y a quelque chose un peu étonnant. Oui, c'est là où ça me fait penser à un podcast que j'ai écouté où ils interviewaient un sociologue spécialiste de la santé au travail qui s'appelle Marc Loriol et qui parlait de ça et qui disait que avant justement on mettait l'accent sur la qualité dans les entreprises et que vraiment il s'agissait de sortir un bon produit et que du coup on adaptait vraiment le travail dans ce but-là et ce qui crée donc du coup une atmosphère qui en fait est plus positive finalement. Et maintenant, c'est quantité, pression, faire toujours mieux, toujours plus que le concurrent en termes d'entreprise, mais du coup aussi entre collègues, il faut faire plus parce que ton job va dépendre un petit peu de si tu vas être le meilleur ou pas, etc., etc. Mais je voudrais quand même mettre une petite nuance sur le plan historique. Parce que cette idée d'aller toujours plus vite, elle est déjà présente avec la révolution industrielle. Par exemple, avec le taylorisme, on commence à découper les tâches pour aller le plus vite possible, sortir des produits le plus vite possible. Et il y a une étape de cette histoire qui est un peu moins connue, c'est le travail d'un couple qui s'appelle Liliane et Frank Gilbreth. C'est un couple d'ingénieurs américains qui, dans les années 1920, ont mis au point une méthode vraiment pour améliorer le rendement des ouvriers. Alors, c'est des gens qui étaient un peu obsédés par la gestion du temps parce qu'ils faisaient faire à leurs très nombreux enfants des concours pour récolter les myrtilles le plus vite possible. Et ils ont fait la même chose avec des ouvriers. En fait, ils ont filmé les ouvriers, ils ont enregistré leurs actions, ils ont chronométré chacune des toutes petites actions nécessaires à la production du produit final. Et ils ont réfléchi à chaque petit mouvement et comment on pouvait gagner un petit peu de temps sur chaque mouvement pour demander aux ouvriers d'aller encore plus vite, éviter le gaspillage de temps en quelque sorte. Donc là déjà, il y avait un peu cette idée très épuisante, on peut imaginer pour les ouvriers, de devoir aller le plus vite possible. Vraiment, tout est chronométré, il ne faut pas perdre la moindre seconde, voire même le moindre trentième de seconde. Mais ce qui est intéressant, ce que disait justement Pascal Chabot, un philosophe dans ce podcast de France Culture que j'ai écouté, c'est qu'on est passé de ces tâches physiques sur lesquelles le temps était compté à un peu la même chose, mais sur le plan psychique en fait, donc dans le travail des métiers du service. Et c'est peut-être ça qui est un peu plus nouveau, qu'on nous presse aussi à aller vite dans les métiers un peu plus intellectuels. Mais c'est marrant ce que tu dis, Sybille, parce que finalement, on parle toujours de la question est-ce que les conditions finalement de travail se dégradent avec le temps ou pas. Il y a vraiment cette dualité entre passé et présent où on pense toujours que c'était mieux avant. Du coup, oui. C'est vraiment une question qui me travaille parce que j'ai l'impression que aujourd'hui le travail est plus confortable. On est beaucoup moins en usine et les tâches sont plus rapides qu'avant à faire. On a énormément de logiciels qui nous aident. On est parfois aussi beaucoup plus autonome parce que avec ces logiciels, on est capable de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire avant. Mais en fait, on s'est pas dit, tiens, on arrive à faire les choses en moins de temps. On arrête. Mais du coup, c'est toujours l'opportunité d'en faire plus et d'être en plus, j'ai l'impression, dans une surcharge cognitive. Il y a quelqu'un qui me racontait aussi qu'avant, quand on envoyait un courrier, on passait par la poste. Et donc, en fait, le temps que le courrier arrive, le temps qu'il revienne, il y avait un temps de latence. Et aujourd'hui, potentiellement, si on reçoit on envoie un mail, on peut avoir la réponse dans la seconde. En fait, on fait quelque chose, ça nous revient tout de suite. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de temps de pause, finalement. Et c'est assez perturbant. Après, sur les choses qui changent, je pense que le contexte économique joue aussi. Parce que quand le contexte économique est bon, on va peut-être moins accepter d'en faire toujours plus si ça nous paraît abusif, parce qu'on se dit qu'on pourra négocier un meilleur salaire sans avoir à en faire plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, qu'on va pouvoir démissionner, retrouver un autre emploi rapidement parce que c'est possible. Et à l'inverse, quand on est dans une situation économique un peu plus tendue, on a peut-être plus la pression aussi pour en faire toujours plus sans se plaindre. Absolument. C'est ce qui est arrivé à quelqu'un qui a témoigné dans
documentaire dont je parlais tout à l'heure, que j'ai vu sur Arte, qui venait donc d'un milieu plutôt populaire et qui a fait des études ensuite à Paris. Il a fait une grande école. Il a immédiatement trouvé un travail dans une entreprise à Paris. Il a gravi les échelons jusqu'à ce qu'il y ait une crise économique. C'était dans les années 2000. Et là, il a été licencié. Il a gagné devant les prud'hommes. Son entreprise a été obligée de le réintégrer. Sauf que, à partir de ce moment-là, l'ambiance était absolument toxique dans l'entreprise. Ses responsables et managers lui mettaient une pression pas possible et l'ont vraiment poussé à bout, si bien qu'il a fini par démissionner. Et il ne trouvait plus de travail au moment de la réalisation du documentaire, donc ça datait de 2013. Mais ça faisait déjà pas mal de temps qu'il n'avait plus été en mesure de retrouver un travail. Donc effectivement, un contexte économique un peu difficile va faire que derrière, ça peut être compliqué et que du coup, certaines personnes vont peut-être rentrer la tête dans les épaules et essayer de continuer, quoi. Mais en sens inverse, j'ai aussi lu quelque chose d'assez intéressant. C'est que dans les pays où au contraire il y a trop d'emplois en quelque sorte parce qu'il n'y a pas assez de population active, et donc c'est le cas en particulier dans les pays asiatiques qui acceptent très peu d'immigration, donc la Corée du Sud et le Japon, eh bien là aussi on a des problèmes de burn-out parce que comme il y a assez peu d'employés sur le marché du travail, les entreprises savent qu'elles ont du mal à recruter et elles veulent faire travailler toujours plus les employés qu'elles ont déjà. Donc là, c'est à la fois un problème de marché du travail limité qui fait que du côté des entreprises, on va pousser à travailler toujours plus, et un problème peut-être, si on peut appeler ça un problème, mais quand même un problème lié à une culture où on n'ose pas forcément se plaindre et on va respecter l'autorité, et donc on ne va pas jouer sur le fait qu'on peut partir pour trouver un emploi ailleurs. Et d'ailleurs, au Japon, il y a un terme vraiment pour l'épuisement, pour le burn-out, ça s'appelle le karoshi. Enfin, ça, c'est pour le burn-out qui finit très mal, en fait, parce que c'est quand on meurt au travail. Donc, le karoshi, ça va être des AVC, des infarctus ou même des suicides. Et il y a un nombre assez important de Japonais à qui ça arrive chaque année. C'est une culture du travail qui fait qu'on va toujours chercher à en faire plus et on va pas se plaindre et on va aller vraiment au bout. Et c'est quelque chose, ça c'est intéressant aussi pour montrer que ça n'a pas de sens, en fait, de toujours pousser les employés à en faire plus. C'est quelque chose qui nuit aujourd'hui à l'économie japonaise. Et il y a eu la même réflexion en Corée. Comme on devient moins efficace quand on est très fatigué et comme on ne peut pas consommer aussi quand on ne prend pas ses jours de congé, eh bien l'économie japonaise pâtit du fait que les gens travaillent trop. Et donc il y a des patrons qui ont essayé de mettre en place des techniques drastiques pour que leurs employés travaillent moins, mais les employés se sont dans un premier temps rebellés. Là, je pense à un patron qui s'appelle Junichi Kimura, qui a fait quelque chose d'assez drôle, si on veut. Il a coupé l'électricité à 21h. Il a coupé le Wi-Fi, donc normalement, il n'y avait plus de quoi pouvoir travailler. Mais les employés sont venus avec leur lampe torche et ils sont venus avec leur propre routeur Wi-Fi pour pouvoir continuer à travailler absolument. Et finalement, il a réussi, en faisant appel à un expert en réduction d'heures du travail, à mettre en place vraiment des règles fixes pour que les gens ne travaillent pas au-delà de leurs heures de travail nécessaires. Et en fait, il a joué aussi sur l'argent en disant les heures supplémentaires ne seront pas rémunérées, par contre, vous aurez des bonus pour le travail fait. Et donc, c'était beaucoup plus sain de rémunérer le travail que le temps. Je crois que ce que tu dis sur le fait de rémunérer au temps est aussi un gros facteur. Parce que si on rémunérait vraiment la qualité du travail, ce serait vraiment un travail bien fait qui serait rémunéré, pas le fait d'avoir passé de plus en plus de temps à faire quelque chose qui n'est pas forcément meilleur, quoi. Ouais. Il y a une sorte d'absurdité là-dedans. De toute façon, on est très connu en France pour le présentéisme. Ouais, c'est bien absolument. vu de rester jusqu'à tard. Et d'ailleurs, il y a souvent cette phrase qu'on dit, c'est quand on part à 18h, or surtout dans les milieux parisiens, parce que les horaires sont un petit peu décalés, on finit un peu plus tard, mais à 18h, quand on parle, on peut nous dire « T'as pris ton après-midi ?» C'est tellement stupide. Et c'est ouf, parce que pour le coup, même sans être méchant, enfin moi je l'ai déjà entendu, et je me rappelle ne jamais prendre un rendez-vous, même chez le médecin, avant... Enfin, vraiment de partir à partir de 18h30 minimum pour pas avoir cette remarque. Et même si, pour le coup, c'était dans une entreprise où c'était très, très bienveillant, mais en fait, c'est rentré comme une blague que tout le monde connaît en France. Et
En fait, c'est pas drôle. Non, j'ai jamais eu la blague, mais quand justement je travaillais comme salarié, ça a été pendant 2 ans à peu près. C'était donc dans une association pro-européenne qui donc faisait de l'information sur l'Union européenne et des choses comme ça, organisait des conférences et des événements. Et bien là, il y avait pas mal ça, ce côté présentéisme. En tout cas, moi, je l'ai pas mal vécu comme ça, quoi. J'avais l'impression d'avoir fini mon travail, d'avoir bien fait mon travail. Et du coup, je partais, quoi. À 18h, j'allais pas rester pendant encore 1 heure à rien faire là, quoi. Mais il y en avait, ma collègue de bureau. Bon, je ne sais pas ce qu'elle faisait réellement, mais elle était toujours très affairée derrière son ordinateur. Jusqu'à probablement bien après que je partais. J'ai jamais été très sûr qu'elle travaillait vraiment aussi intensément qu'elle ne semblait le faire, quoi. Ça se trouve, oui, hein, peut-être que je suis mauvaise langue, mais... Bah après, il y a l'écueil inverse aussi, parce qu'en France, on a la possibilité, du coup, d'être à l'heure, enfin, du coup, être aux 35 heures. Mais quand on a le statut cadre, ou d'ailleurs pas que, on peut être au forfait jour, c'est-à-dire qu'on n'a pas de limite d'heures à la journée. Sauf que le risque derrière ce forfait jour, c'est quand les missions sont trop importantes, bah, en fait, il faut finir dans le temps imparti, sauf que du coup, on peut travailler des heures et des heures et des heures, et bien au-delà des 35 heures. Il y a des limites, parce que normalement, on est censé s'arrêter au bout de 13 heures, mais avec le développement du télétravail, il y a plein de choses qui font que on peut être beaucoup plus à même de ne pas s'arrêter pour finir sa mission et atteindre ses objectifs qui peuvent être inatteignables. Il y a ces deux, il y a le présentéisme où on n'ose pas partir quand on a moins de travail, et le fait d'avoir... ce flou un petit peu qui n'encadre pas très bien forcément avec le forfait jour. Oui, c'est donc peut-être justement dans l'écart entre, comme on disait, entre le travail prévu et le temps qu'il met réellement à faire que se joue le burn-out finalement. Oui, aujourd'hui en France, on devient manager, je ne sais pas si c'est le cas dans les autres pays aussi, mais on devient manager comme une promotion. Le problème que ça peut comporter, c'est de ne pas être formé au management. Et en fait, si on n'est pas formé, on va pas forcément bien accompagner ses équipes, on va pas forcément être capable de repérer les signaux faibles, ou les signaux forts d'ailleurs. Et si on n'a pas des compétences de gestion de projet, justement, de ne pas être capable d'estimer de façon réaliste le temps que mettent les choses. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important, parce que dans certaines entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, il n'y a pas de latitude. Donc en fait... S'il y a, et on sait très bien que la vie est faite d'imprévus, en fait, on est toujours en production et on prend jamais, même de poser ses vacances finalement, souvent on oublie, alors que il faut les poser. Et on a 5 semaines en France de congés minimum par an, de congés payés. 5 semaines de retard dans un projet, ça peut être quelque chose de non négligeable. Mais c'est là où se pose du coup la question, est-ce que le burn-out, ça peut être une responsabilité individuelle, ou est-ce que c'est une responsabilité plus large, que ça soit l'entreprise ou le collectif? C'est largement plus large. Tout ce qu'on vient de dire est plutôt plus large que l'individu. C'est plutôt l'individu qui souffre du contexte dans lequel il se retrouve au sein d'une entreprise, mais aussi de manière plus collective, la société qui attend ça aussi, ou nous disons dans laquelle c'est devenu une mentalité, quoi. Justement, rien que le fait de se demander si c'est l'individu, c'est une manière de dire, mais est-ce qu'il y a des individus un peu faibles qui n'y arrivent pas à tenir dans la société et qui du coup seraient trop fragiles? Il y a un côté jugement de valeur là-dedans qui montre bien la mentalité de la société. Il y a toujours cette valeur travail, il faut toujours travailler plus, il faut toujours... voilà, et tous ceux qui ne le font pas, ils sont un peu nuls, et tant pis pour eux, quoi. Il y a une phrase que j'ai lue que j'aime bien, qui dit « Si la personne est tombée, c'est parce que le plancher est en mauvais état, pas parce qu'elle marchait mal. » Oui. Mais c'est fou, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même ce sentiment de honte que partagent les personnes qui souffrent de ça. Et effectivement, cette sensation, alors là, du coup, je parle en mon nom, mais j'ai vu que c'était partagé, d'être une petite nature, de ne pas réussir à s'adapter au monde d'aujourd'hui, et dans la théorie de l'évolution que... Oui, voilà, c'est une transposition dans le monde de l'entreprise et du travail de la théorie de l'évolution et de la loi du plus fort. Oui, et puis on s'y prend pas bien, parce qu'en fait,
ça n'augmente pas la productivité réellement de travailler toujours plus. Enfin, c'est toi, Raphaël, qui me disais que tu avais écouté quelque chose sur ce que ça fait au cerveau d'être épuisé. Oui, voilà, là encore dans le documentaire d'Arte, ils avaient parlé aussi avec des neurologues et des chercheurs sur le cerveau qui faisaient des études sur ce qui se passait dans le cerveau, justement dans les conditions de stress. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, le burn-out n'est pas encore vraiment reconnu comme une maladie professionnelle, notamment parce qu'aussi les symptômes ressemblent énormément à la dépression. Et donc, c'est beaucoup la dépression qui est étudiée. Mais donc, il y avait là, dans l'une des expériences qu'ils faisaient, ils soumettaient puisque c'était des petites bêtes d'Asie du Sud-Est, c'était des expériences sur les animaux, qui sont très territoriales, à une situation où ils les mettaient ensemble, quoi, en gros. Et du coup, il y avait constamment un dominant et un dominé. Et le dominé se retrouvait du coup dans une situation de stress permanente parce qu'il y avait l'autre qui était là et qui lui signifiait en permanence « t'as rien à faire là ». Et cette situation de stress qui se développait chez ce dominé avait des répercussions sur son fonctionnement dans son cerveau, etc. On constatait notamment avec le stress que les axones, donc qui sont les petits filaments qui relient les neurones entre eux et qui permettent la transmission des signaux, se rétractent en fait en cas d'exposition prolongée au stress. C'est l'un des phénomènes qui se produit et du coup, les symptômes du type perte de mémoire, perte de concentration, etc. sont liés physiquement à ça, quoi, tout simplement. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, il y a un événement physique qui se passe dans le cerveau qui fait qu'on ne peut plus être efficace. Et pour revenir sur ce qu'on disait par rapport à l'évolution et tout, là aussi, le stress n'est plus du tout adapté, une réaction adaptée au monde moderne. Le stress, à l'origine, c'était quand même une réaction à une situation de danger, le corps qui se prépare à se battre ou à fuir. Et tous les phénomènes concernés, c'est une accélération du rythme cardiaque. En fait, tous les systèmes du corps qui permettent de fonctionner dans ce contexte-là. Mais donc, dans la durée, on ne peut pas fonctionner avec juste le cœur qui bat plus vite, les poumons et la circulation qui sont améliorés, mais la digestion qui flanche, le système immunitaire qui est mis de côté aussi, etc., etc. Dans un contexte où c'est même plus ça l'objectif. C'est une réaction qui est devenue complètement inadaptée à la société moderne. Alors, pour conclure cet épisode, je vais vous demander, comme d'habitude, de quoi rêvez-vous en lien avec le sujet du jour ? Raphaël. Ce que je trouve intéressant, finalement, c'est que ce sujet du burn-out, finalement, est devenu de plus en plus médiatisé. Donc, il y a une prise de conscience, quand même, de la société du problème. Donc, il faudrait que cette prise de conscience soit intégrée d'une certaine façon par les entreprises, par les équipes managériales, qu'on repense en fait la manière de manager les entreprises pour gérer des équipes de manière plus efficace, mais cette fois-ci pas en termes de productivité, mais en termes de... Enfin, quoique si, en termes de productivité, mais en protégeant les gens du burn-out qui vont justement augmenter la productivité. Finalement, le burn-out ne fait que la réduire. Donc, autant essayer de protéger plus les salariés en leur redonnant la possibilité de retrouver du sens dans leur travail, la possibilité de faire un travail de qualité. Très bien. Sybille ? Je suis d'accord avec Raphaël. Et je pense qu'il faudrait tout simplement mettre fin à l'idée que travailler plus, c'est forcément mieux et repenser donc vraiment complètement notre rapport au temps. Par exemple, sur l'idée, c'est une expression qui dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est déjà culpabilisant. En soi, exactement. En soi. Mais en plus, c'est faux. Enfin, il n'y a pas de raison de mettre son réveil tôt, super tôt, pour absolument passer des heures au travail et en fait, déjà à 15 heures, ne plus rien pouvoir faire parce qu'on est trop fatigué, mais continuer et rester là. Voilà, donc moi, je pense, ce que j'aimerais, c'est que on attribue plus une valeur aussi positive au fait de passer des heures et des heures au travail, mais plutôt qu'on attribue une valeur positive au travail bien fait et à un bon équilibre entre temps de travail et temps d'épanouissement personnel, parce qu'avant tout, on est des êtres humains et on n'est pas fait pour travailler. On travaille parce que ça fait partie de notre vie, on peut aimer ça, mais on doit aussi... on peut en tout cas souhaiter avoir une vie à côté de notre travail qui n'ait rien à voir avec celui-ci et pour laquelle il reste suffisamment de temps. Et toi, Cécile,
De quoi rêves-tu? Je rêve de plein de choses. Non, je rêve que la société ne rêve pas qu'on devienne des machines. Et je rêve que du coup, l'humain soit accepté pour ses forces et ses faiblesses, qu'elle accepte les deux. On a déjà parlé dans certains épisodes qu'il y a toujours les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Qu'on le fasse aussi pour l'humain. On ne peut pas vouloir une créativité, une sensibilité, une humanité et ne pas accepter le fait qu'on a des limites et qu'on a besoin de se reposer. Et puis, je rêve aussi que la réussite professionnelle soit pas le seul endroit où on puisse réussir, que les loisirs soient, que les amis, que le couple, les enfants forcément, et qu'il n'y ait pas d'objectif à tout finalement. Ouais. En gros, qu'on nous lâche la grappe un petit peu. Et puis, je rêve qu'on forme les managers, je rêve qu'on forme les salariés aussi à s'auto-diagnostiquer justement pour pas aller trop loin. Je rêve aussi que la médecine du travail soit beaucoup plus présente, qu'elle ait beaucoup plus les moyens d'aller justement faire cette sensibilisation tant chez les salariés que chez les dirigeants. Pour être tout à fait honnête, je rêve de la semaine de 4 jours. Ça devient de plus en plus un modèle qui a été testé et approuvé par énormément d'entreprises qui l'ont testé. Et j'espère que ça va devenir petit à petit un modèle qui est vu comme quelque chose de possible. Et ça ne sera pas un rêve, mais ça sera un remerciement, comme j'aime beaucoup en faire. J'avais entendu dans un épisode de podcast que si le monde tournait aujourd'hui encore à peu près comme il faut, c'est aussi parce que les gens essayaient de pallier les défauts du système et faisaient de leur mieux et avaient vraiment cette... en fait, voulaient faire du travail bien fait, malgré du coup ce que ça pouvait provoquer dans leur vie à côté. Même si du coup l'objectif aujourd'hui c'est de réussir à dire non sans se tirer une balle dans le pied sur le plan de l'employabilité. En tout cas, comme d'habitude, je crois que je rêve d'un monde un petit peu plus doux. C'est terminé pour aujourd'hui et en cette rentrée, nous vous recommandons de commencer doucement et de bien prendre soin de vous, de dire oui à ce qui vous met en joie et de dire non quand c'est nécessaire. On se retrouve sur Patreon pour une transcription complète et de nombreux bonus. Et si vous aimez French Baratin, parlez-en à vos amis qui apprennent le français et donnez votre avis sur Apple Podcast. Un grand merci pour votre soutien et à bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.